L'histoire retiendra le nom de Sanford Fleming en plusieurs occasions. Ingénieur civil talentueux, il est nommé ingénieur en chef de la Compagnie ferroviaire Canadien-Pacifique et joue un rôle important dans l'établissement du tracé du chemin de fer transcanadien et dans la construction des ouvrages en fer le long du parcours. D'ailleurs, on aperçoit Fleming sur l'une des photographies canadiennes les plus célèbres, prise au moment où le dernier crampon du chemin de fer transcontinental a été enfoncé. L'homme imposant avec un haut de forme et une barbe bien fournie, c'est lui. Et c'est aussi grâce à Sanford Fleming que l'on adoptera ce qu'on a appelé le temps légal autour du globe. Voyageur infatigable, il constate les nombreux problèmes causés par le manque de système concerté pour fixer l'heure. C'est Fleming qui trouve une solution dont il fera la promotion inlassable. Il propose que l'on divise la surface du globe en 24 fuseaux horaires et mette toutes les horloges à la même heure à l'intérieur de chacun de ces fuseaux. Ingénieux! Si ces importantes réalisations sont bien connues, le mérite de Fleming en tant qu'artiste graphique n'est pas en reste, car c'est aussi lui qui dessine les premiers timbres canadiens et en fixe le sujet, le fameux castor. Il n'a alors que 24 ans et est au Canada depuis peu de temps, ayant quitté son Écosse natale. Voici d'ailleurs ce qu'il consigne dans son journal le 24 février 1851 à Toronto. Petit déjeuner au Elix Hotel avec M. Rutten et l'honorable James Morris, ministre des Postes. Je dessine des timbres-postes pour lui. Le nouveau ministre des Postes a pour mandat la mise en œuvre de la réforme postale au Canada et l'adoption du timbre pour régler les frais de port. À peine 2 jours après sa nomination, il est à discuter avec le jeune Fleming du choix d'illustration pour le premier timbre canadien. De tous les timbres émis à l'époque, il est le seul qui présente un animal, le castor canadensis, un choix approprié pour un jeune pays en pleine croissance. Plusieurs sources d'inspiration auront aidé l'artiste pour son croquis. Le castor est reconnu comme un animal patient et travailleur. Il est un symbole du savoir-faire et de la détermination et a joué un rôle dans l'histoire du développement du Canada par la grande demande de sa fourrure en Europe. C'est aujourd'hui le symbole de la souveraineté du Canada. On le retrouve notamment sur des pièces de monnaie et des écussons. Et le fait que Fleming l'ait retenu aurait joué un rôle dans sa popularisation. Voyons de plus près le dessin du timbre même. Le motif central du timbre est bien le castor vu de profil dans son milieu naturel sur un barrage, affairé à son ouvrage. Sous ses pattes se trouve une cascade et des fleurs, et à l'arrière-plan, une forêt de pins. Un radieux soleil souriant donne un peu de chaleur à la scène. Directement au-dessus du rongeur, la couronne impériale est posée sur une grappe de fleurs héraldiques. La rose pour l'Angleterre, le chardon pour l'Écosse et le trèfle pour l'Irlande. Le tout encadré des lettres VR pour Victoria Regina, la reine Victoria. La valeur faciale, 3 pence, 3 pence, est clairement indiquée dans les 4 coins du timbre et répétée dans le cadre. Cette valeur correspond au prix à payer pour l'envoi d'une lettre d'un maximum d'une demi-once, 14 grammes, à une destination canadienne. On demande aussi à Sanford Fleming de dessiner 2 autres timbres, le 6 pence pour une lettre plus lourde ou pour une destination nord-américaine et le 12 pence, soit 1 shilling, pour une destination étrangère. Cette fois, Fleming retient les effigies du prince Albert, bientôt le prince consort, et de la reine Victoria. Une gravure circulant à Toronto sert de modèle à l'effigie du prince. Le choix du modèle pour la reine Victoria révèle une anecdote intéressante et nous instruit sur le caractère du jeune Fleming.
2 ans plus tôt, lors de l'incendie du Parlement à Montréal, le 25 avril 1849, Fleming a bravé les flammes pour sauver du brasier une œuvre du peintre John Partridge, inspirée d'un célèbre portrait de la reine Victoria. Il gardera cette toile chez lui un certain temps. D'autres reproductions de la toile circulent à l'époque, dont une gravure de Samuel Cousins, toutes des sources d'inspiration possibles pour le jeune Fleming. Les nouveaux timbres sont émis le 23 avril 1851. Ils disséminent à travers le pays et dans le monde entier une nouvelle image du Canada.